Bonjour à tous, bonjour aux internautes, pardon. Bienvenue à l'atelier juratique Wi-Fi Créez votre hotspot, qui sera donc présenté par la société Admis Informatique, qui est donc un des prestataires référencés dans l'annuaire des prestataires juratiques. Pour les internautes qui souhaitent poser des questions, vous pouvez poser des questions en direct sur Twitter avec le code #ATJTIC. Bon atelier à tous et à très bientôt au prochain atelier. Merci. Bonjour à tous. Ça commence bien. Je n'ai pas fait exprès. Oui, je vais commencer par l'arrêter. Comme ça sera fait. Donc, je vais vous présenter les hotspots. Alors, je vais essayer de vous présenter ça de manière un petit peu ludique. Et puis, je vais vous faire découvrir un petit peu du matériel. On va voir un petit peu ensemble les différents aspects de tout ça. Je vais essayer de vous démystifier un petit peu la chose. Je pense pas rentrer trop dans le détail, mais je veux plutôt rester du côté, du côté pratique. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'un hotspot? Alors, j'ai trouvé ça sur Internet hier après-midi, parce que je me suis dit, on va commencer par quelque chose de vraiment trouver une généralité là-dessus. Et puis, j'ai trouvé cette définition. Donc, c'est l'ensemble des moyens techniques mis à disposition dans un lieu public, donnant accès à un réseau sans fil, permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de se connecter en toute sécurité à Internet grâce à la technologie Wi-Fi. Quand on a dit ça, on a tout dit, et puis je peux vous quitter quasiment. C'est dit. Alors, j'ai mis un petit peu en contraste trois mots, sécurité, Internet et Wi-Fi, parce qu'en fin de compte, un hotspot, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire que c'est les trois grandes fonctionnalités. Ça va être donc le Wi-Fi, ça va être la sécurité, et puis après, la connexion Internet. C'est une solution, un hotspot, c'est une solution qui est un petit peu globalisée, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, les lieux publics, ça peut être vos gîtes, ça peut être une entreprise, ça peut être une université, ça peut être des établissements qui ont des tailles complètement différentes. Donc, je vous ai dit, le Wi-Fi, il sert à se connecter, donc de connecter les appareils des utilisateurs à un réseau. La sécurité, elle a deux points importants. C'est surtout arriver à isoler, je dirais, les différents utilisateurs de ce Wi-Fi de façon à ce qu'ils ne puissent pas échanger des données ou aller sur le PC du voisin. Et puis, il y a une partie législation sur les hotspots publics. C'est qu'il faut qu'on garde pendant un certain nombre de temps, c'est-à-dire pendant un mois, il faut qu'on garde l'historique des connexions des utilisateurs. Donc, si vous avez un contrôle, si quelqu'un, tout du moins si une autorité vous demande de savoir où vos utilisateurs ont été pendant ce laps de temps. Et après, la partie connexion Internet, il faut que vous arriviez, donc ce réseau, les gens qui sont connectés chez vous, il faut qu'ils puissent aller, après, ensuite, sur Internet. Donc, il y a trois aspects. Il y a la partie Wi-Fi, la partie sécurité et la partie connexion Internet. Alors, j'ai fait une autre petite diapo. C'est que le hotspot, maintenant, c'est un service qui est, je dirais, qui est attendu. Il y a de plus en plus d'utilisateurs de tablettes, de PC, de téléphones portables. Et tous ces gens-là, quand ils arrivent dans un lieu public, que ce soit un gîte, que ce soit un hôtel, que ce soit un camping, ils s'attendent à avoir ce type de service. Et maintenant, c'est presque une condition. C'est-à-dire qu'ils arrivent, s'il n'y a pas de Wi-Fi, certains repartent. D'accord ? Alors, je vous ai dit qu'il y a trois, je dirais qu'il y a trois grandes fonctions à un hotspot. La première, la plus importante, c'est le Wi-Fi. C'est-à-dire, c'est en fonction de votre établissement,
et là je dis bien, c'est bien en fonction de votre établissement, en fonction de la nature de l'établissement, il va falloir déployer une solution Wi-Fi qui va permettre aux utilisateurs, avec leur tablette, leur smartphone, de pouvoir se connecter à un réseau. D'accord? En l'occurrence, à votre réseau que vous avez créé. OK? Donc pour ça, on a du matériel. Alors je vous ai amené plein de choses. Je vous ai amené ce type de points d'accès. Donc ça, c'est des petits points d'accès basiques qui permettent de se connecter, qu'on peut installer dans un gîte, à plusieurs endroits dans le gîte, de façon à ce que les gens puissent se connecter à votre réseau. Donc là, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris des points d'accès. Donc il existe des points d'accès externes. Ceux-là, ils sont faits pour se connecter à l'extérieur. Et puis, j'ai pris des points d'accès, voilà, comme ceux-là. Ce sont des points d'accès aussi internes, avec des designs un petit peu sympas. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser un hotspot, tout du moins pour réaliser une couverture Wi-Fi, il faut préalablement faire une étude de couverture. C'est-à-dire que votre établissement, si c'est, je dirais, si c'est un hôtel où il y a 40 chambres, il faut qu'on arrive à installer des antennes à différents endroits de façon à ce que la totalité de l'établissement ou une zone précise que vous aurez déterminée va être couverte avec le Wi-Fi. Donc ça, je dirais que c'est la première chose. Alors en fonction de la taille de l'établissement, cette étude de couverture, entre guillemets, elle peut être faite de manière très simple. Je veux dire, si vous êtes dans un office du tourisme, où c'est une salle où les gens, ils arrivent, c'est l'accueil du public, il n'y a qu'une pièce, la couverture Wi-Fi, elle est vite faite. On va couvrir toute cette pièce, et c'est de manière simple, n'importe quelle antenne va pouvoir couvrir toute cette pièce. Si votre problématique, elle est plus compliquée, par exemple, si vous avez un hôtel et qu'il y a 40 chambres, eh ben, on ne va pas mettre une antenne au premier étage et puis se dire ça va couvrir l'ensemble de l'hôtel. On va être obligé d'installer plusieurs antennes et cette couverture Wi-Fi, il va falloir qu'on fasse des essais, des mesures de façon à trouver l'emplacement précis de toutes ces antennes de manière optimum et que toutes ces antennes ensuite soient raccordées à votre réseau. OK ? Alors si c'est un camping, généralement, nous, on fait les gîtes, dans le Jura, on fait les gîtes, les hôtels, les campings. C'est nos trois grosses familles de clients. Et ces trois familles de clients qui ont des problématiques complètement différentes. C'est-à-dire qu'un gîte, du gîte qui est le plus simple jusqu'au camping qui est le plus compliqué, en couverture Wi-Fi, on ne va pas déployer le même type de matériel avec les mêmes types de matériel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque antenne, chaque matériel va être spécifique pour telle ou telle application. Et c'est tout le temps du cas par cas. La couverture Wi-Fi d'un établissement, d'un camping, rarement d'un gîte, mais c'est toujours du cas par cas. D'accord? J'ai déjà parlé un petit peu du Wi-Fi. Alors pour les établissements qui sont un petit peu plus complexes, comme les campings, où il y a beaucoup de changements, il se passe beaucoup de changements. C'est-à-dire, un camping, c'est tout le temps, les usagers s'en vont, viennent, il y a des camping-cars, on modifie sans arrêt, la verdure, elle change. Donc la structure même de la couverture Wi-Fi, elle peut évoluer dans le temps, puisque c'est tout le temps en mouvement. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un hôtel ou d'un gîte, c'est figé. Donc dans le cas des campings, on utilise plutôt du matériel de ce type-là, c'est-à-dire c'est des antennes qui sont capables de s'adapter à l'environnement. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça permet justement d'utiliser des technologies de façon à ce que si les gens se connectent plus, c'est-à-dire si j'ai plus de personnes qui sont connectées sur un point d'accès, eh ben, je vais en quelque part focaliser la couverture réseau sur cet endroit-là.
Si j'ai une rupture parce que j'ai une panne entre deux points d'accès, eh ben, je vais pouvoir réalimenter mon Wi-Fi par un autre endroit. C'est des technologies mesh, des choses dans ce goût-là, qui vont nous permettre justement d'avoir une couverture totale du camping et puis s'adapter aussi à l'arrivée de gens avec leur camping-car et puis donc d'un camping plein à un camping vide. D'accord ? Vous avez des questions sur la partie Wi-Fi ? Alors, généralement, les antennes, c'est des antennes 2,4 GHz, c'est-à-dire on se connecte en 2,4 GHz. Ici, j'ai des antennes qui sont en 2,4 GHz et 5 GHz. C'est une fréquence qui est de plus en plus utilisée, le 5 GHz, qui permet de connecter plus de monde avec moins de perturbations, parce qu'on a plus de canaux, on a un petit peu plus de débit. Mais le débit n'a pas trop d'importance. Oui, mais le débit n'a pas trop d'importance, parce qu'à peu près, sur chacune des antennes-là, on connecte une dizaine de personnes, 10 à 15 personnes. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi calibrer votre couverture Wi-Fi en fonction du nombre de personnes que vous supposez connecter à un moment donné et en simultané. Si vous avez, par exemple, un hôtel où vous avez 80 chambres, eh ben, vous pouvez avoir au moins 80 personnes qui vont se connecter à un moment donné. Donc il faut que vous ayez mis suffisamment de points d'accès et densifié suffisamment votre réseau Wi-Fi de façon à ce que tous ces gens puissent se connecter et se connecter de manière confortable. Parce que la chose qui est aussi importante dans le hotspot en général, c'est que les gens ils aient une sensation de confort. Il ne faut pas qu'ils soient déconnectés sans arrêt, il ne faut pas qu'ils perdent les connexions, il ne faut pas que ce soit de mauvaise qualité. Sinon, vous allez rendre un service qui va être moyen et c'est mal ressenti, quoi. Donc, pour avoir un service de qualité, il va falloir densifier suffisamment son réseau. Par contre, je vous ai bien dit au début qu'il y avait dans le hotspot 3 fonctions. Ces 3 fonctions sont aussi importantes les unes que les autres. Il ne faut pas négliger l'une ou l'autre. C'est-à-dire, si vous faites une couverture Wi-Fi très bien, mais que derrière, vous avez du bas débit pour faire sortir les gens, eh ben, votre hotspot, dans sa globalité, il sera que relativement mauvais. Si vous avez une très bonne couverture, un très bon accès à Internet, mais une couverture Wi-Fi mauvaise, si vous avez un hôtel qui est relativement important, les gens qui vont être près de la borne, entre guillemets, du point d'accès, ils vont avoir un débit de bonne qualité, mais ceux qui vont être au fond de l'hôtel, ils vont rien avoir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre ces 3 fonctionnalités. D'accord ? Vous me coupez hein, si ça va trop vite ou si vous avez des questions. Hop. Après, pour la partie sécurité. Donc, nous, on utilise ces 2 types de matériel. Donc, on utilise les solutions QuickSpot et les solutions Ucopia. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais le but de ces solutions, c'est les solutions de sécurité. Donc, c'est des petits boîtiers, c'est des petites boîtes noires qui permettent, donc dans ces boîtiers donc de type QuickSpot, qui permettent d'historiser les connexions, d'abord d'authentifier les gens, c'est-à-dire que les gens, vous leur fournissez un ticket. On va rester dans les généralités, hein, parce qu'on pourrait faire autrement. Mais on donne aux gens un ticket de façon à ce qu'ils puissent se connecter. Donc, ils s'identifient sur le réseau, c'est-à-dire que dès qu'ils se connectent au réseau, ils ont un portail captif. Et ce petit appareil, il va gérer, ce boîtier-là, il va gérer donc cette connexion-là. Et il va gérer aussi donc l'historique de navigation. D'accord ? Donc ça va nous permettre de stocker toute l'historique de navigation des utilisateurs, de tous les utilisateurs que vous pourrez avoir pendant un mois, et ça, à l'extérieur sur un serveur, pour les solutions QuickSpot. D'accord ? Parce que c'est des solutions qui sont limitées pour ce petit boîtier-là à 10 utilisateurs simultanés, et celui-là à 50 utilisateurs simultanés. OK ? Après 50 utilisateurs, on a
on a quelques problèmes avec ce type de boîtier. Ce qui se passe, c'est comme le serveur il est à l'extérieur, les logs, ils s'en vont à l'extérieur, c'est-à-dire ils sont transmis au serveur. Donc la transmission de ces logs consomme de la bande passante. Donc en fin de compte, on arrive dans un système où s'il y a beaucoup de personnes, eh ben, le boîtier va passer son temps à envoyer énormément de logs à l'extérieur, et ce qui pénalise en fin de compte le rendement du Wi-Fi, le rendement de l'hotspot en général. Donc après, quand on a dépassé 50 utilisateurs, je n'ai pas amené de boîtier ici, mais quand on a dépassé 50 utilisateurs, on utilise des solutions de type Ucopia. C'est-à-dire qu'on a cet appareil-là, le serveur, c'est tout stocké chez le client. Donc les logs, ils sont stockés chez le client. Donc ça peut être le responsable de l'hôtel, donc ils sont stockés dans l'hôtel. L'avantage de ce type de solution, c'est qu'on peut monter jusqu'à 150, 200, 300 utilisateurs en simultané. Donc c'est pour des établissements qui sont déjà de taille importante. Dans le Jura, il y en a, puisqu'on en a déjà installé. Donc surtout dans des campings. D'accord ? Donc le but de ces appareils, c'est justement cette fonctionnalité de sécurité. C'est-à-dire stocker les informations pendant une durée d'à peu près de 1 mois, de 1 mois, donc stocker toute l'historique de tous les utilisateurs. Ok ? Alors, l'avantage du boîtier QuickSpot, le fait que l'historique est stocké chez un prestataire, je dirais que ça vous décharge de cette responsabilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous en occuper. Si jamais il y a un problème, eh ben on va se retourner auprès de nous, généralement, puisque nous sommes le prestataire, et puis on va vous donner donc l'historique des connexions pour telle période. OK ? Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Mais de toute façon. Alors, tandis que sur les solutions Ucopia, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que ça demande un peu plus de service autour de ce produit-là, parce qu'il faut que ce soit toujours en ordre de marche, il faut qu'on soit sûr que le boîtier fonctionne correctement. Donc il y a une part de maintenance et de service autour du boîtier Ucopia, tout du moins des solutions Ucopia, qui n'est pas tout à fait négligeable. Et on arrive à des solutions qui sont un petit peu plus onéreuses. OK ? Alors, pour ce qui est de la sécurité, il y a donc l'aspect légal, et puis il y a l'aspect aussi, il ne faut pas que 2 utilisateurs du même établissement puissent aller sur l'ordinateur du voisin ou aller sur votre réseau à vous privé pour pouvoir récupérer de l'information. Donc ça, c'est aussi géré par ce type de boîtier. Et on fait de l'isolation de chacun des utilisateurs. On isole chacun des utilisateurs sur des VLAN de façon à ce que chaque utilisateur soit isolé les uns par rapport aux autres et isolé par rapport au réseau du client, de l'établissement. OK ? Parce que généralement, ces boîtiers-là sont installés sur l'accès Internet de l'établissement. Il n'y a pas un accès dédié. Après, quand on augmente, j'en parlerai tout de suite après, quand on augmente le nombre de personnes, c'est-à-dire quand c'est un hôtel déjà avec 50-60 personnes, eh ben, on est obligé d'avoir un accès, des fois on est obligé d'avoir un accès dédié, voire plusieurs accès dédiés. C'est le 3e point. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on puisse faire sortir ces informations, tout du moins faire sortir toutes ces personnes qui sont connectées au réseau sur Internet. Alors, dans le Jura, ça pose un petit peu des problèmes, comme disait monsieur tout à l'heure. On n'a pas tout le temps des connexions de très bonne qualité et de débit suffisant. Donc souvent, on est amené ou à mélanger le type de connexion, c'est-à-dire qu'on a, moi j'ai pour un hôtel, une ADSL, un WiMAX et 2 satellites. C'est-à-dire qu'on va mixer le nombre de connexions et le nombre d'accès Internet de façon à pouvoir faire sortir les gens qui sont connectés, faire sortir toutes ces...
Voilà, j'ai fait un peu le tour. Ou des cas, c'est peut-être même des cas plus intéressants que des questions. En fin de compte, ce c'est que chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Un hotspot, il n'y a pas. On a à peu près une centaine d'installations dans le Jura, entre les gîtes, scolaires, on a des. À l'Énil-Bio, j'ai le logement des étudiants, comment on appelle ça, l'internat des étudiants. Il y a 130 étudiants qui sont connectés tous les soirs. Donc tous les cas sont différents. On peut pas faire de généralité. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire une sorte de mini cahier des charges à chaque hotspot. Chaque cas est particulier. Il y a simplement une règle, c'est qu'il faut que ça soit homogène. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger un point du hotspot. Sinon, vous avez quelque chose qui ne marche pas bien, quoi. Il faut vraiment que ce soit bien homogène. Je me posais une question, étant donné qu'on est en débat public, ou par éventuellement de cas d'école, Oui. Sur la question, entre guillemets, santé. Alors, santé, toutes ces antennes-là sont limitées, sont bridées à 100 milliwatts. C'est-à-dire que en France, la législation nous impose de ne pas dépasser 100 milliwatts. Donc toutes ces antennes-là, elles sont bridées à 100 milliwatts. Alors, ce qui nous impose, milliwatts, ce qui nous impose de densifier le réseau. Par exemple, aux États-Unis, on est à 800 milliwatts, je crois. Et je crois que dans les pays comme le Maroc, on doit être à 1000 milliwatts, c'est-à-dire à 1 watt. Alors, c'est plus facile de faire, entre guillemets, un réseau avec une puissance très forte. Ça impose, on est moins obligé de densifier le réseau. Là, avec du 100 milliwatts, on est obligé de mettre un nombre plus important d'antennes. Alors, on a la sensation dans des écoles qu'on va mettre beaucoup d'antennes, donc que les enfants ils vont avoir beaucoup plus d'ondes, mais en fin de compte la puissance elle est très faible sur les antennes de ce type-là. Mais il faut faire l'installation dans les règles de l'art, c'est-à-dire brider ces antennes-là à 100 milliwatts. Hein? Bah oui, parce qu'elles sont vendues dans tous les pays, donc elles répondent à toutes les normes. Donc forcément, cette antenne-là, elle peut monter à 600 milliwatts, ou 700, ou 800 milliwatts, puisqu'elle va s'adapter à tous les pays. Mais il faut qu'en France, tout du moins, quand on programme ces antennes, eh ben je dirais quelque part, on met en jeu notre responsabilité, c'est-à-dire que Moi, je raisonne toujours en mon cas, je ne suis pas scolaire. Oui. J'ai un gîte. Si vous mettez une puissance... À l'extérieur, le gars, il tourne autour du gîte, il se balade, oui. Il passe sa moto, il est pour... des jeunes, ils sont tout le temps avec leur smartphone en train de regarder tout ce qu'ils veulent. Oui. Dans la maison, il y a 2,5 hectares de terrain autour. Les jeunes, bon, ils sont tout le temps en train de... Oui, ils sont tout le temps... Alors... La luxation du pouce, il faut que le Wi-Fi ça parte partout. Alors... Il faut venir dans cette salle-là pour avoir... Non, mais... Moi, je sais plutôt de ce que vous venez de dire. Oui, il y a une zone où il y en a. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est quand je vous dis tout à l'heure, c'est un mini cahier des charges. Voilà. Ça, c'est un. Non, c'est pas des questions stupides. Quand je dis il faut un mini cahier des charges, ça, c'est un mini cahier des charges. C'est-à-dire que quand vous dites, moi, le Wi-Fi, il faut que j'en ai de partout. C'est quelque part, ça veut dire qu'il faut que je fasse la couverture totale de votre zone. Mais après, il faut se poser la question, est-ce que ça sert vraiment? Parce que quand on est dans un gîte, est-ce qu'on a besoin du Wi-Fi de partout, vraiment de partout? Toutes ces questions-là, quand on fait... c'est-à-dire que quand on fait une étude, entre guillemets, quand je fais une étude de couverture et une étude d'un projet hotspot avec un client, eh ben, c'est toutes les questions que je lui pose de façon à bien connaître les habitudes de ses clients, de façon à adapter l'ensemble des solutions que j'ai pour pouvoir lui donner satisfaction. Mais quand je dis ça, parce que moi, j'ai un futur gîte qui va être
15. Et moi, j'anticipe, vous voyez, donc je ne sais pas la couverture. Mais je sais qu'ils sont tout le temps en train de se connecter, Ouais. l'utilisation du pouce, mais dans tout le temps autour de la maison. Alors je me dis, il faut Bah, que le cours va venir. Dans le dernier camping qu'on a fait cette année, au départ, on avait dit, on va pas mettre on avait décidé de pas mettre de Wi-Fi autour de la piscine. Parce qu'on avait dit, les gens vont pas aller avec leur téléphone. Donc le propriétaire du camping, il m'a dit, la partie zone piscine, on ne fait pas de Wi-Fi, il n'y a pas de couverture Wi-Fi. Bah, ça a tellement grogné. Parce que tous les jeunes, ils allaient avec leur tablette, et ils se mettaient au bord de la piscine, et puis ils prenaient en photo les copains, puis ils envoyaient, qu'il a fallu rajouter des antennes de partout autour, de façon à ce qu'il y ait aussi la couverture autour de la piscine. Donc ça, c'est aussi une possibilité. C'est l'évolution d'un réseau en fonction des besoins. Eh ben, un gîte, vous avez un gîte, et puis demain, dans votre terrain qui fait 4 hectares, vous faites un autre petit gîte, eh ben, on va étendre la couverture à l'autre gîte, on va modifier de façon à ce que ça s'adapte aussi à l'évolution de votre établissement. C'est pour ça que la partie cahier des charges, couverture, l'étude préalable, il y a tellement de matériel possible, il y a tellement de solutions possibles pour un même projet qu'il faut vraiment faire une petite étude pour dire de ne pas être à côté de la plaque, quoi. Hein? Ça, c'est le plus important. Après, les connexions Internet, c'est de l'arithmétique. C'est une ligne ADSL, c'est 10 personnes. Vous voulez sortir 50 personnes, on met 5 lignes ADSL. C'est mathématique, ça fonctionne comme ça. C'est la partie la plus simple, la partie ADSL. Tout du moins ADSL, satellite, WiMAX, tout ce qu'on peut mettre en sortie, c'est plus facile. Une autre question, c'est récurrent chez nous en Bresse, on a des coupures, mais intempestives, pas la micro-coupure. La coupure intempestive pendant 2 minutes, 3 minutes, 10 fois 5 minutes, il n'y a plus rien. Donc tout s'éteint sur la bougie. Est-ce que ceux qui sont là-haut, est-ce que le Wi-Fi marche ou ne marche pas? Ah ben sans électricité, il n'y a plus rien qui marche. Hein. Non, mais je pose la question. Ah non, là, sans électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Bah, il vaudrait mieux avoir un réseau électrique de bonne qualité, c'est pas évident. Le problème, c'est tout neuf, l'électricité est toute neuve, mais on a des coupures. Alors, toutes ces antennes-là... Petit débit, régulier, et on demande le Wi-Fi. Non, mais ça, c'est pas un souci. Toutes ces antennes-là sont PoE, c'est-à-dire que toutes les antennes que je vous présente et toutes les antennes qu'on installe, alors c'est pas du charabia, ça veut dire que toutes ces antennes, elles sont alimentées par des transfos qui se trouvent près près du switch. Donc ça veut dire qu'on va centraliser toute l'alimentation à un endroit donné, de toutes les antennes de votre établissement. Donc rien n'empêche de sécuriser cet endroit-là du point de vue électrique en mettant un onduleur de qualité suffisamment important de façon à protéger l'ensemble du matériel, c'est-à-dire vos boîtiers, vos liaisons à Internet, votre ou vos liaisons à Internet, et puis l'ensemble de toutes les antennes. Ça ne pose aucun problème. Donc vous avez une installation qui est déjà un petit peu plus protégée. Tant qu'ils tombent sur des gens qui sont fort sympathiques, ça va très bien. Mais déjà, en donnant accès à leur Livebox, ils donnent accès aussi à leur micro, puisque les gens ils vont être connectés sur leur réseau. Donc là, je vous parle de réseaux qui sont complètement étanches. C'est-à-dire qu'on crée un réseau Wi-Fi qui est, entre guillemets, désolidarisé du réseau de l'établissement. C'est mieux. Alors, oui. Alors, il existe aussi dans les box. France Télécom fait une petite box là, Orange, ou même Free, tout ça. Ils font des box où vous avez une partie de Wi-Fi, de hotspot public, de Wi-Fi public. Le seul problème de ce type de solution, c'est qu'il faut que les gens, les utilisateurs, ils soient abonnés à ce service-là. Et puis, vous avez le problème aussi des étrangers. Un Hollandais, s'il vient dans votre gîte, eh ben, il n'est pas abonné à Orange. Donc, s'il y a une box Orange, il ne pourra pas se connecter dessus. Alors ça permet de se connecter Ah ben là, vous pouvez vous connecter, tous les utilisateurs. Je connecte
tous les appareils Wi-Fi au réseau avec ce type d'appareil. On les installe un petit peu de partout dans votre établissement. Si vous avez un grand établissement, si vous avez simplement une chambre d'hôte, on le met à l'endroit où vous voulez que ce soit couvert par le Wi-Fi, puis les gens ils se connectent dessus. Alors, tous ces systèmes-là, c'est des Wi-Fi, on va dire, c'est des Wi-Fi ouverts. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de nom d'utilisateur, de mot de passe, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la sécurité, elle est franchement pas bonne. C'est-à-dire que vous avez pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il est connecté à une borne sur laquelle il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire que les transactions entre son PC et la borne, c'est des transactions sur un Wi-Fi ouvert. Donc il est possible de pirater et compagnie. Ça, c'est un peu le risque. Pirater celui qui a offert l'ouverture. Non, celui qui l'utilise. Il va pirater qui, quoi? Si vous avez deux utilisateurs qui ont des micro-ordinateurs, qui se connectent à une borne, ça c'est une borne, cette borne elle est ouverte, c'est une borne publique, tout le monde doit pouvoir se connecter dessus. Donc elle est forcément ouverte, donc elle a forcément pas de sécurité. C'est après qu'on gère la sécurité, c'est-à-dire à partir du moment où l'information va arriver au boîtier. C'est à ce moment-là qu'on gère la sécurité. Mais sur cette partie-là, la sécurité, elle est moindre. Mais je dirais que ce n'est pas trop votre problème, parce que ce n'est pas, entre guillemets, c'est toujours un problème, mais c'est le problème des utilisateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à eux de prendre la responsabilité d'avoir un PC suffisamment sécurisé pour pouvoir se connecter à un Wi-Fi public. Mais c'est le même cas quand vous allez dans un aéroport, c'est le même cas quand vous allez n'importe où dans n'importe quel hôtel. À partir du moment où vous connectez à un Wi-Fi ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité, quelqu'un qui est mal intentionné, il peut s'amuser à vous pirater vos informations pendant que vous êtes connecté. Mais après, pour l'établissement, la sécurité, elle est absolue, parce que de toute façon, on ne peut pas aller d'un Wi-Fi, de ce type de Wi-Fi, c'est-à-dire de la partie Wi-Fi utilisateur, sur les informations de l'établissement, puisque c'est deux réseaux qui sont complètement séparés. Donc on peut faire après avec des switches, avec des VLAN, avec des choses plus ou moins compliquées, pour arriver à faire quelque chose de complètement étanche. Mais c'est pareil, c'est chaque cas, ça va être un cas particulier. On peut pas définir des généralités autour de ce genre de choses, puisque chaque établissement va être différent. Et puis pour un même établissement, j'ai même eu le cas, puisque j'ai eu un changement de propriétaire dans un hôtel, et qui voulait pas la même chose, il voulait pas le Wi-Fi de la même manière, il voulait pas la couverture de la même manière. Parce que donc c'est vraiment du cas par cas. Et c'est vraiment pas lié à l'établissement. À l'extrême, étant novice là-dedans, je me dis, si je fais appel à un professionnel, c'est que le professionnel doit me dire la clientèle de gîtes, de chambres d'hôtes, potentiellement demande ceci, demande cela. Mais bien sûr. Parce qu'on ne sait pas. Donc, je ne suis pas confronté au problème puisque je n'ai pas une demande. Moi j'ai... Je dis, voilà, l'hôtel, il a une formation peut-être, j'en sais rien. Ouais. Moi, je dis, voilà, il y a une chambre, vous dormez... Maintenant, tout le monde veut du Wi-Fi, tout le monde veut de l'Internet. Oui. Et donc, quelle demande, quel type de... Oui, nous, on les connaît, les demandes, parce qu'on a toujours les mêmes. Je vais même aller plus loin. Nous, on fournit les tickets aux utilisateurs. J'ai même souvent les mêmes durées. On me demande souvent les mêmes durées. Ça veut dire qu'un office du tourisme, il a besoin de tickets qui vont durer 30 minutes. Une personne qui va dans un gîte, elle a besoin de tickets pour la semaine. Un gars qui va aller dans un hôtel, il a besoin de tickets pour une nuit. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours un peu les mêmes schémas d'habitude d'utilisation. Mais dans ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on le fasse, ça c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'en fonction du lieu, si vous avez, moi je ne sais pas, j'ai fait un gîte à Château-Chalon, les murs ils faisaient 1,50 m d'épaisseur. Une antenne, vous en mettez une par pièce. Si le gars il veut la couverture totale de son gîte, il y a 10 pièces, il faut que je lui mette 10 antennes. Parce que c'est un vrai blocus. C'est des maisons avec des murs de 1,50 m. Donc, et puis vous ne pouvez pas percer les murs de 1,50 m, tous les murs de 1,50 m de la maison. Donc il y a un moment donné, il faut faire des choix. Donc après, on a dit, la pièce de vie, on va mettre de l'Internet dans la pièce de vie. Et puis un petit peu à l'extérieur, parce qu'ils se mettent à l'extérieur.
Mais ça, c'est fonction des habitudes aussi des gens. Parce que les gens, le soir, ils sortent avec leur ordinateur, ils vont se mettre ou au salon, ou ils vont se mettre à l'extérieur. En fonction de ça, vous dites, voilà, je vais mettre le Wi-Fi là ou là. Hein. Donc, il faut vraiment se caler sur les habitudes. Et puis c'est quelque chose qu'on fait en partenariat. C'est-à-dire qu'on a un échange, et cet échange constitue un cahier des charges. Mais voilà, il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Alors, oui, les abonnements là-dessus, c'est-à-dire que à partir du moment où vous choisissez une solution Ucopia, donc là, vous n'avez pas d'abonnement, vous achetez le matériel, alors vous achetez, vous louez, on a toute la panoplie commerciale classique autour de ce type de produit. Pour la partie Ucopia, vous l'achetez, vu que c'est vous qui le gérez, vous avez un coût de maintenance, généralement on fait une maintenance matérielle, mais voilà, vous n'avez rien d'autre. Pour ce type de matériel-là, vous avez une maintenance utilisateur qui est faite par la société QuickSpot. Donc là, vous avez un numéro carrément chez l'opérateur. Donc les gens, quand ils n'arrivent pas à se connecter, ils ont un numéro en 08, ils appellent. Et puis, c'est pas vous non plus qui gérez l'informatique. Alors, comment ça marche? Il a tel ou tel PC, un Mac. Ça devient compliqué. Il faut savoir tous les types de tablettes, tout ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc là, il y a un numéro, une hotline. Il s'occupe d'expliquer aux gens. Il y a des techniciens qui parlent anglais, français, je crois qu'il y a hollandais et puis espagnol. Donc, ils se débrouillent avec les gens de façon à ce qu'ils puissent se connecter, ils puissent se débrouiller avec leur appareil et se connecter au réseau. Pour ce qui est, ça coûte 70 € pour ce type d'appareil, ça doit coûter 150 € pour celui-ci, par an. Il n'y a que ça à payer. Et ensuite, on a une maintenance, on va vous calculer une maintenance matérielle qui va recouvrer tout le matériel. Et vous allez avoir un coût fixe de maintenance. Alors généralement, s'il n'y a qu'un boîtier comme ça, c'est 60 €. Donc pour 128 €, et ça comprend aussi tous les tickets. On vous fournit tous les tickets, on vous fournit tous les supports, toutes les petits stickers, les choses comme ça pour dire que vous avez une zone Wi-Fi, bref. C'est-à-dire qu'on fait des solutions clés en main. Oui, je comprends. Mais par contre, vous dites que vous fournissez des tickets. Moi, j'ai des gens qui vont passer une nuit, c'est du gîte d'étape. Oui, c'est une nuit, c'est pas du gîte d'une semaine. Alors, Ça passe souvent. Oui. Alors, le gîte d'étape, il y a deux solutions. C'est où on fait donc un ticket, les gens, ils ont des tickets d'une nuit. Hein, donc ça, c'est la possibilité, mais il faut que vous puissiez voir les gens. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un échange avec les gens. Donc vous leur donnez un ticket, ils ont besoin de Wi-Fi, vous leur donnez un ticket. Ils ont 3 appareils, vous leur donnez 3 tickets. C'est très simple, ça reste comme ça. Vous donnez un ticket, et le ticket, la validité du ticket, c'est pour la nuit. Point. Ils l'ont utilisé, l'on peut utiliser, tant pis. Sinon, on peut faire du Wi-Fi complètement ouvert. Que ce soit avec ce type d'appareil, cela, ou avec même Ucopia, on peut faire du Wi-Fi ouvert, avec des rappels sur des téléphones, des choses comme ça, ou carrément de l'ouvert. C'est-à-dire que les gens, ils se connectent, ils rentrent, ils ont le nom d'utilisateur, et puis une fois qu'ils sont validés, ils vont sur Internet. Alors, on les trace quand même. On trace quand même les connexions, c'est-à-dire l'historique de ces connexions seront enregistrées. Même s'il met n'importe quoi dans la fiche, une fausse adresse, un faux nom, ces connexions seront enregistrées. L'adresse de son micro, l'adresse MAC de son micro sera enregistrée, et tout l'historique de sa navigation sera enregistré de la même manière. La seule chose, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui vont se connecter sans être dans votre gîte, puisque le Wi-Fi qu'on va installer, il ne va pas se limiter strictement à votre établissement. Il peut, entre guillemets, s'évader un petit peu. Donc vous pouvez vous retrouver avec le voisin qui se connecte chez vous. Bon, ça n'a pas de grosse importance. Si ce n'est qu'il consomme de la DSL 2 chez vous, et puis voilà. C'est-à-dire qu'il consomme la bande passante. Voilà, il consomme une partie de votre bande passante. C'est-à-dire que si vous avez 10 personnes qui se connectent, et puis si votre voisin il a encore 3 ordinateurs qui se connectent, ça fait 13 personnes qui se connectent. Donc ils vont avoir du mal à sortir sur une liaison ADSL classique. Ça va être un petit peu longué.
Et puis après, c'est vos clients qui vont vous dire, monsieur, votre ADSL, votre Wi-Fi, votre hotspot, il ne marche pas super bien. Alors que vous avez votre voisin qui est connecté dessus. Ça peut être embêtant. Mais ça peut être embêtant pour ce fait-là, mais ça ne va pas être embêtant pour la partie sécurité. Ça ne va pas avoir d'impact. Si lui va sur des sites interdits, c'est lui qui va être embêté, pas vous. Hein, d'accord ? Alors pour le moment, les sites, c'est les sites à caractère pédophile et tout ce qui est attrait au terrorisme, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des sites pour adultes. Hein. S'ils vont sur des sites pour adultes, vous n'allez pas être embêté. Alors l'Adopi, la partie Adopi, j'ai eu surtout cette année, j'ai eu pas mal de jeunes qui se sont connectés, télécharger des films plus ou moins, voilà. Et la partie Adopi, c'est j'arrive à déterminer sur l'historique qui s'est connecté et à quel site, mais c'est pas en soi, c'est pas répréhensible. C'est-à-dire que je donne l'information que c'est telle personne qui s'est connectée, mais après, t'as téléchargé un film, bon. De toute façon, vous n'aurez pas de souci, parce que j'ai déjà eu le cas pour l'Adopi, c'est-à-dire que quand vous avez, un contrôle ou des remarques de Adopi, ils savent que vous êtes vous leur dites que vous êtes sur un hotspot, et puis ils sont plus tolérants, c'est-à-dire qu'ils savent que bon, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est pas vous qui a téléchargé des films. Alors, je vois, vous avez des connexions derrière le truc, donc ça veut dire qu'il faut recréer un réseau électrique, des câbles pour faire ces Alors, cellules. ce qui est le mieux pour du Wi-Fi, c'est bizarre à dire, mais ce qui marche le mieux pour du Wi-Fi, c'est du fil. C'est ce qui marche le mieux. Alors, tous ces appareils, surtout ceux-ci, ils sont capables de fonctionner avec une technologie dite mesh. Bon, ceux-là, ils utilisent une autre technologie qui est un petit peu plus ancienne et qui est moins performante, mais celui-ci, les bornes Ruckus, ils utilisent la technologie mesh. C'est-à-dire qu'on peut mailler un réseau. C'est-à-dire qu'à partir d'une antenne, je peux avoir une autre antenne qui est connectée à la précédente antenne sans fil. Parce qu'en plus, ces bornes-là, elles sont, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais elles sont bibandes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de se connecter à 5 GHz entre elles. Hein, et fournir du 2,4 ou du 5 GHz aux utilisateurs. Ok ? Alors, l'avantage avec ce type de borne, c'est qu'on peut faire un réseau qui ne soit pas forcément filaire. Mais globalement, même avec ce type de borne, parce qu'il faut voir que la différence de prix entre celle-ci et celle-ci, elle est monstrueuse. C'est du x10. Ça vaut 60 €, ça vaut 600. Donc, elle va être adaptée à des cas particuliers. Parce que ce type de borne, qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus cher, va nous ouvrir plus de possibilités en termes de couverture. Parce que le but, c'est d'arriver à couvrir un établissement. Si le cahier des charges, c'est de couvrir l'établissement à 100%, le but, avec ce type d'antenne, c'est de le couvrir de la meilleure manière possible. Et notamment tout ce qui est camping, parce qu'il existe des bandes comme celle-ci, là je ne vous en ai pas présenté, mais il existe des bandes comme celle-ci en externe, et ça nous permet de faire un maillage du camping, surtout quand vous avez un camping qui fait 17 hectares. J'ai fait un camping récemment qui faisait 17 hectares. On n'avait pas loin de 40 antennes comme ça représente une somme. Donc on avait 40 antennes comme ça, et ces antennes-là, on n'a pas pu toutes les connecter de manière filaire. Donc il y en a certaines qu'on a connectées, pas mal, on a connecté entre elles. Mais ça nous permet, ce type d'antenne, justement d'avoir un réseau Wi-Fi qui va évoluer dans le temps. C'est-à-dire s'il y a une antenne qui s'arrête pour une raison X, eh ben, elles sont suffisamment, c'est-à-dire c'est la partie contrôleur, qui va permettre, la partie intelligente qui va permettre d'arrêter cette antenne-là et puis de démarrer l'autre antenne de façon à ce que le réseau soit tout le temps couvert, de manière optimum. Hein? Mais, oui. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à des utilisations que vous qualifiez d'illégales. Lorsqu'il y a un contrôle et qu'on détecte, moi j'ai toujours en tête ce qu'on appelle l'adresse IP. Ouais. C'est celle de l'ordinateur ou c'est celle du réseau, du propriétaire du réseau? Alors, le fournisseur d'accès, c'est-à-dire par exemple si vous êtes chez Orange, lui il va voir que votre adresse IP publique. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, voilà, il va voir de l'abonné, c'est-à-dire du responsable de l'établissement. Voilà. Donc après, vous allez avoir, généralement c'est une commission rogatoire du procureur,
eh ben, vous allez vous retrouver avec les gendarmes qui vont venir vous voir et puis qui vont vous dire, voilà, vous êtes connecté tel jour, à telle heure, sur tel site. Et puis vous allez dire, c'est peut-être pas moi. Donc pour déterminer que c'est pas vous qui devez mener l'enquête. C'est-à-dire que vous allez nous appeler, moi je vais vous donner, ils vont vous dire que tel jour à telle heure, parce que ça m'est déjà arrivé, tel jour à telle heure, vous avez une personne qui s'est connectée chez vous sur un site illégal. Et puis moi je vais avec ça, je vais demander à QuickSpot le listing à cette heure-là, et puis vous allez avoir toutes les adresses MAC, mais vous les donnez au procureur ou au gendarme, et puis après vous ne faites pas l'enquête. C'est-à-dire que ça permet, en fin de compte, voilà, ça permet de décharger de votre responsabilité. C'est-à-dire que vous vous retrouvez vis-à-vis des utilisateurs qui vont venir chez vous, vos clients, vous vous retrouvez comme un fournisseur d'accès se retrouve avec vous. C'est-à-dire que vous devenez un fournisseur d'accès pour vos clients. Voilà. Mais cette responsabilité, c'est-à-dire cette responsabilité et ces contrôles, ils sont assurés par ces boîtiers, donc par celui-ci ou par un boîtier Ucopia, mais c'est pas à vous de mener l'enquête pour savoir dans votre établissement, si vous avez un hôtel de 80 chambres pendant un mois, c'est pas vous qui allez mener l'enquête. Bon, vous allez dire, tel jour, il y a telle personne qui sait, vous allez donner le listing et puis après, il se débrouille. Donc dans un premier temps, c'est quand même le propriétaire du réseau, l'abonné. Tout à fait. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Forcément. Forcément, c'est l'abonné qui est pointé du doigt. Moi, j'avais une autre question concernant la transmission. Il existe, alors pour l'instant, je dirais plus pour les maisons ou peut-être les petits bâtiments, un moyen de transmission par le fil électrique. Oui, pour le CPL. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le CPL, ça va être réservé pour des petits établissements. C'est-à-dire, ça va permettre peut-être d'alimenter une antenne si justement dans un établissement où il y a des murs qui sont très épais, on ne peut pas percer, on ne peut pas passer des... Donc on utilise du CPL, mais ça reste... on ne l'utilise pas souvent. Parce que le CPL va me servir simplement à raccorder ces antennes-là à ce boîtier-là. On pourrait imaginer que le CPL, il va faire le lien entre ces deux appareils. Au lieu d'avoir un fil, je vais intercaler un CPL qui va me permettre de passer au travers de plusieurs murs ou dans des pièces, des endroits qui ne sont pas accessibles. Mais par contre, les débits du CPL sont quand même relativement faibles. Même si on vous dit on vous donne des caractéristiques de matériel qui permettent de faire des choses miraculeuses, dans la réalité, c'est souvent un peu moins. Donc le CPL, ça reste, on peut pas faire un gros établissement en CPL. Pour le moment, j'ai pas vu encore de solution qui permettent de faire un hôtel avec du CPL de partout et puis mettre des bornes un petit peu de partout. Alors par contre, chez Ruckus, ils font des petites bornes qu'on met unitairement dans des chambres. C'est-à-dire c'est des toutes petites bornes qui diffusent, qui ont une diffusion qui est relativement restreinte et qui permet de les installer dans toutes les pièces, mais à partir de connexions RJ45, c'est-à-dire à partir de filaires, pas à partir de CPL. C'est au cas par cas. C'est-à-dire que quand on va dans un établissement, je dis, voilà, il faut refaire le câblage, il faut passer tel ou tel câble ici, ou pas. Ça va être fonction de ce que vous voulez, et puis ça va être fonction vraiment au cas par cas. Ça peut être une borne CPL, tout du moins des blocs CPL, 2 blocs CPL, pour me permettre de passer à un endroit où je ne peux pas passer avec un câble. Et que je ne peux pas passer avec du Wi-Fi non plus, parce que je ne peux pas mettre un micro-ondes, je ne peux pas mettre des puissances qui sont colossales. Donc, par exemple, en ayant un boîtier comme ça, un premier mur de 80 et un deuxième mur de 80, si dans la deuxième pièce, du coup, s'affaiblit, on pourrait passer par du CPL avec cette antenne-là. Voilà, on pourrait faire ça. On pourrait faire une liaison avec du CPL. Au niveau débit, avec des utilisateurs Un CPL avec 10 utilisateurs, ça peut être tendu. Même en utilisant du matériel quasi pro. Parce qu'il y a du matériel grand public en CPL, puis il y a du matériel un petit peu plus professionnel aussi en CPL. Il y a une gamme de produits qui permettent, qui ont souvent des fiabilités un petit peu plus importantes, des choses comme ça, mais qui permettent du débit plus stable. Rarement des très très hauts débits.
une antenne, si vous la raccordez avec du câble, celle-là, elle est raccordée à 100 mégabits, celle-là, elle est raccordée au giga, celle-ci, elle est au giga. Donc, bon, sur une antenne comme ça, vous mettez 20 utilisateurs. Sur une antenne comme ça, on peut mettre jusqu'à 40, 50 utilisateurs. Donc, c'est des antennes qui ont des débits qui sont capables d'avoir des connexions assez nombreuses et des connexions de qualité sur ce type d'antenne. Voilà. Voilà. J'ai compris une chose, c'est qu'il faut attendre que le technicien vienne. Généralement, généralement, quand on fait un hotspot, oui, quand on fait un hotspot, la première chose qu'on fait, c'est on va voir les clients, parce que, alors on a des solutions clés en main, mais c'est déjà pour des gens qui sont un petit peu connaisseurs ou pour des solutions qui sont très simples. Quand quelqu'un m'appelle, il me dit je veux mettre de l'internet dans mon gîte, et puis qui connaît les tenants, les aboutissants, qui a quelques maîtrises dans l'informatique, et ben on leur envoie le matériel et puis on leur fait un pack avec une assistance à la mise en service. Mais donc du coup, on fait pas non plus, je fais pas 100% de. Alors généralement, je travaille aussi sur plan, c'est-à-dire que les gens m'envoient d'abord une ébauche de plan et puis je vois déjà comment on peut faire, puis je donne déjà des idées. Mais je dirais que la réalité de ce que ça va coûter de l'installation, il faut vraiment aller sur place, regarder comment c'est fait, parce qu'on a toujours des surprises. Les gens, ils vous disent, bah oui, bon, j'ai un camping, il fait 13 hectares, bon, bah, ça va. Bon, vous arrivez, il y a des arbres de partout, il y a un bâtiment plein milieu, ça devient compliqué, quoi. Bah, forcément. Puis les arbres, il y a un gros problème, c'est qu'ils bougent, et puis l'été, ils ont des feuilles, et puis l'hiver, ils en ont pas. Donc, c'est-à-dire que la caractéristique d'une couverture Wi-Fi, entre l'hiver et l'été, c'est... Voilà, il faut les mettre au-dessus des arbres, ou il faut tous habiter dans le sud de la France, où il y a des pins, c'est-à-dire qu'on a juste les troncs en bas, mais sinon, dans le Jura, ça devient compliqué. Dans le Jura, c'est plus compliqué. On a des conditions climatiques qui font que le matériel il souffre, parce qu'il fait froid, il y a de l'humidité, le matériel même qui est dit étanche, les boîtiers, il faut penser à tout. Un camping, c'est compliqué. Chaque fois qu'on fait un camping, c'est là que ça me demande beaucoup le plus d'énergie, le plus d'études, c'est les campings. Parce que c'est vraiment les lieux, Puis les gestionnaires de camping, ils ont les habitudes d'une année sur l'autre, ils vous changent tout le parc des bungalows, ils vous le mettent, il était à droite, ils le remettent à gauche, parce que voilà, c'est plus joli, ça va mieux. Non mais c'est une blague, mais ils changent les rayons, et puis voilà, votre Wi-Fi, vous avez tout calculé, vous avez dit ouais, toutes mes antennes, je les mets là, et ben. Un an après, ça marche plus parce que ça a tout changé, quoi. Peut-être on fait des zones d'accessibilité de connexion, puis des zones où... Dans les campings, maintenant, ils veulent l'accès total. Surtout quand vous avez des grands campings, vous avez des campings 5 étoiles, ils veulent ces couvertures totales pour qu'ils aient les étoiles. Donc, dans le cahier des charges des étoiles, ils ont déjà couverture Wi-Fi totale. Donc, de toute façon, ils n'y échappent pas et puis voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une pression. Puis les gens, maintenant, ils s'attendent à avoir... Ils arrivent dans un camping, ils arrivent avec une armada de PC. C'est impressionnant. Ils viennent avec un PC, les enfants, ils ont tous une tablette. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec des familles, vous vous retrouvez avec... avec 5 utilisateurs. Et vous vous retrouvez dans des campings avec une structure de ville. C'est-à-dire que vous avez carrément des besoins d'une ville. Vous avez un camping qui a 2500 places, c'est quasiment 2500 personnes qui veulent se connecter. C'est une ville entière, c'est 2500 foyers. Donc ça fait une grosse ville qui veut se connecter sur Internet. Donc dans des lieux qui sont en plein milieu de la campagne. Donc c'est vraiment des cas particuliers, les campings. Et par rapport justement à de l'équipement sur des villes, parce qu'a priori à certains endroits, il y a des villes qui ouvrent du Wi-Fi. Oui, c'est des grosses villes, hein, puisque actuellement il y a Paris, j'ai vu il y a une dizaine de villes en France. Hein. Il y a Paris, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a... Ça dépend quel endroit.
Ouais, ça dépend encore. Il y a quelques jours, dans des bâtiments publics, oui, dans le métro, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Au niveau Wi-Fi. Ouais, Wi-Fi. Alors, non, bah, c'est des réseaux qui sont... alors, ou c'est des réseaux d'opérateurs, hein, il y a des opérateurs style QuickSpot ou d'autres, hein, généralement c'est WeFirst. Il y a WeFirst qui fait pas mal de connexions pour les collectivités, pour offrir le Wi-Fi aux usagers, mais que ça peut être dans un lieu, dans la rue. Ça peut être Dans ce truc-là, ils vous demandent votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Ouais. Bon, ouais. Peut-être pour qu'on puisse suivre justement si vous n'êtes pas un Généralement, ils vous demandent, pour vous donner l'identifiant, ils vous demandent le numéro du portable. C'est-à-dire vous rentrez votre numéro de portable et puis ça vous envoie, par SMS, ça vous envoie on le fait hein, sur des boîtiers Ucopia, maintenant on le fait, hein, ce type de prestations. Mais on rentre dans des prestations un petit peu haut de gamme. Et nous, on ne fait pas hein, de Wi-Fi. Je n'ai pas la structure pour faire... on est une petite société jurassienne, hein, donc moi, je n'ai pas la structure pour faire équiper une ville. Je pourrais pas. Techniquement, je pourrais pas. Hein, ça devient trop... Là, on rentre c'est des réseaux d'opérateurs. C'est carrément des opérateurs... c'est des vrais opérateurs, style France Télécom. Alors, il y a une société qui s'appelle WeFirst qui fait beaucoup ce genre de prestations. Nous, on travaille souvent en sous-traitance pour eux. Donc, ils font des gros déploiements de lieux publics importants, des aéroports, des choses dans ce goût-là. Voilà. Parce que ça, c'est des sujets qu'on vous a déjà mentionnés. Moi, je ne sais pas, l'aéroport de Dole, s'ils ont du Wi-Fi. Non, bah, moi je suis passé, mais j'ai pas testé. Moi, je pense peut-être que oui. Alors, moi j'ai une Livebox noire, et il y a un bouton qui est marqué Wi-Fi, des fois il s'allume, des fois il s'éteint. Ouais, non, mais là c'est votre Wi-Fi à vous, c'est-à-dire c'est... Parce que Wi-Fi, pourquoi j'arrive pas à comprendre, moi, parce que je suis connecté filaire. Non, mais c'est le Wi-Fi. Bah, dans les Livebox noires, en même temps, il y a aussi un Wi-Fi public dessus. Il y a généralement un Wi-Fi public dessus. Alors, c'est peut-être celui que vous voyez s'allumer de temps en temps, parce qu'il y a quelqu'un qui passe et puis qui se connecte, ou des choses comme ça. Parce qu'il y a une partie Wi-Fi public dans ces box-là. Ah bon. Ça veut dire que les gens qui... Voilà, c'est les gens qui ont... c'est aussi des hotspots, hein, ça répond à la définition que j'ai faite au début, c'est-à-dire que c'est du Wi-Fi, il y a de la sécurité, puisque les gens sont tracés de par leur adresse MAC, sur votre adresse IP publique, mais avec leur adresse MAC. Donc ils sont reconnus sur le réseau, et généralement ils utilisent aussi un ticket, c'est-à-dire qu'ils ont une carte avec des identifiants et mots de passe qui leur été fournis par Orange. Donc, quand ils se connectent à ce Wi-Fi public, ça peut être Orange, il y en a d'autres, hein, il y a Free, il y a tout ça, et ben, après, ils peuvent rentrer donc, des noms d'utilisateurs et des mots de passe qui sont fournis par l'opérateur. Donc, une identification qui est fournie par l'opérateur. Donc, on répond bien aux critères que j'avais définis au départ. Ils prennent un abonnement, alors chaque opérateur a des méthodes différentes. Ouais, ça c'est des hotspots. Là, ce qu'on a parlé, c'est un hotspot que vous faites pour vous, c'est-à-dire pour vos utilisateurs. Là, les hotspots d'Orange, c'est des hotspots qui sont faits pour les abonnés d'Orange. C'est différent. Là, quand vous avez un client qui vient pour une nuit, s'il habite en Suède, il n'a pas forcément un abonnement chez Orange. Donc, il vient pour une nuit chez vous, il ne va pas prendre un abonnement chez Orange. Donc vous lui donnez un ticket, il se connecte à votre hotspot, à vous, et pas... Voilà, avec une connexion sécurisée. Je ne vais pas sortir de ce cadre-là. Si par exemple sur des chemins de randonnée, parce que c'est aussi des choses qui se développent, les applications pour smartphone, iPhone, etc., en circuit de randonnée, on retombe sur de l'équipement réseau opérateur quand on ah oui. les sentiers de randonnée. Ah oui. Parce que des antennes comme ça, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Là, on est vraiment sur des lieux qui restent quand même confinés. Oui. Alors, après, j'ai cette antenne-là qui n'est pas très jolie parce qu'elle est un petit peu vieille, mais c'est une antenne c'est une antenne 5 GHz qui permet de faire des liaisons distantes entre deux points précis. Donc ça, c'est des antennes qu'on peut mettre à l'extérieur. Donc l'avantage avec le 5 GHz, pas trop rentrer dans le détail, mais on peut mettre des puissances un tout petit peu plus élevées et on peut couvrir des distances qui sont plus importantes.
Et notamment, on n'est pas trop perturbé dans les environnements où il y a beaucoup de bruit de fréquence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde connecté. Ce type d'antenne, on n'est pas sur du 2,4 GHz, on est sur du 5, donc du coup, on peut passer au travers de ce bruit magnétique, quoi, ce bruit. Donc ce type d'antenne-là, c'est particulier pour faire des grandes distances. Mais dans ce que vous dites, on pourrait utiliser ce type d'antenne, mais il faudrait faire dans le chemin de randonnée, ça serait possible, mais il faudrait faire dans le chemin de randonnée des endroits où on met des antennes comme ça pour pouvoir couvrir ce chemin de randonnée de manière efficace. Alors en filaire ou sans fil, on peut le faire sans fil, hein, on n'a pas besoin. Avec une antenne comme ça, on va jusqu'à 4-5 km donc, en distance. Hein, donc on peut faire des distances qui sont relativement importantes. Mais par contre, il nous faudra de l'électricité à un moment ou à un autre. Oui, après, bon. Ça va trop loin. Ouais, je pense qu'après, Mais là, dans ce système-là, il y a des systèmes par opérateur, c'est-à-dire que vous avez des chemins de randonnée, mais ça va être sur des smartphones avec une application qui est en 3G. Là, on rentre dans du réseau qui est en extérieur, c'est plus du réseau de ce type-là. Là, on est vraiment sur du réseau qui a été construit pour des utilisateurs, par un établissement. On a des fréquences qui sont reconnues par l'ARCEP, donc on est dans le cadre légal, on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Après, dans les réseaux externes, les réseaux d'opérateurs, ça devient plus compliqué. Non, mais il y a tellement de choses maintenant qui sont abordées, qu'on est obligé de se renseigner un minimum pour connaître le sujet et éventuellement, peut-être un jour ou l'autre, faire quelque chose. Mais ce n'est pas une obligation non plus, mais on est de plus en plus obligé. J'ai vu à l'île d'Aix, ils ont fait un petit truc comme ça aussi, avec du Wi-Fi, avec des antennes comme ça. Et ils font un petit jeu de piste dans l'île, où les gens ils vont chercher des petites choses, et puis ils peuvent se connecter sur Internet pour avoir des infos en même temps, qui vont se balader. Alors, l'Office du tourisme, il leur donne des tablettes. Bon, ça c'est rigolo, quoi. Mais bon, après, dans tout le Jura, c'est peut-être un peu compliqué. Sur une petite île, c'est peut-être plus facile. Non, ou simplement sur une petite zone. Avec, ou avec une petite. Mais là, on est Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions.